Tu es un fardeau !» hurla mon père à Noël. Des années plus tard, devenu millionnaire, je suis retournée dans cette même maison où j'avais été rejetée. L'homme qui m'avait chassée était maintenant ruiné et malade. Des secrets de famille ont éclaté lors de ces retrouvailles, révélant des vérités que personne n'imaginait. Une histoire de rejet, de persévérance et de pardon qui touchera votre âme. Préparez-vous à un voyage émotionnel. Laissez votre like et dites dans les commentaires de quelle ville vous suivez cette transformation. Le réveillon de Noël dans la petite ville de Valbois avait toujours été synonyme de tradition. Des sanais, tables débordant de pain perdu, de dinde et de farce. Des rires qui résonnaient dans le salon, tandis que les lumières colorées du sapin dansaient sur les murs. Mais, en 2005, entre le cliquetis des verres et la chaleur réconfortante de la cheminée, vint le cri qui allait changer ma vie à jamais. « Tu es un fardeau !» tonna mon père, le visage rouge de colère et une veine palpitant à sa tempe. Je sentis ces mots comme une gifle. Le silence qui suivit fut assourdissant. 20 pères d'yeux tournés vers moi, certains avec pitié, d'autres avec une gêne palpable. Moi, ingénieur fraîchement diplômé, venais d'annoncer mon rêve d'ouvrir une entreprise de technologie durable. Mon père, homme au tempérament difficile et à l'orgueil inflexible, ne supportait pas l'idée que je puisse m'envoler, au-delà de l'horizon limité qu'il avait lui-même tracé pour ma vie. Cette nuit-là, tandis que de fins flocons de neige commençaient à tomber sur Valbois, je rassemblais mes maigres économies et partis. Je ne laissais derrière moi qu'un billet. Je reviendrai quand je ne serai plus un fardeau. Des mots écrits d'une main, tremblante, mais une détermination inébranlable dans le cœur. Quand la porte claqua derrière moi, je sentis le poids des larmes retenues dans mes yeux. Je respirais profondément l'air glacé de la nuit, laissant le froid anesthésier la douleur qui pulsait dans ma poitrine. Il n'y avait plus de place pour la faiblesse maintenant. Dans le rétroviseur de la voiture empruntée, je vis la maison où j'avais grandi devenir de plus en plus petite, jusqu'à disparaître dans l'obscurité. Comme il est curieux de voir comment des lieux que l'on a un jour appelés foyers peuvent se transformer en prisons déguisées en confort. Les premiers jours dans la capitale furent un exercice de survie. La chambre au fond d'une pension de famille, traditionnelle, était tout ce que je pouvais me permettre. Des murs défraîchis, un lit étroit et une armoire qui grinçait à chaque fois que le vent soufflait plus fort. La propriétaire, Madame Conception, était une dame veuve dont les yeux portaient la même solitude qui m'accompagnait désormais. « Ma petite, la vie est ainsi faite. On se brise pour apprendre ensuite à se reconstruire avec les morceaux, » dit-elle en me servant une tasse de thé par une nuit particulièrement difficile. Brisée, c'est exactement ce que je ressentais, comme un vase de porcelaine fracassé par l'impact des paroles de mon père. Mais, d'une manière ou d'une autre, les mots de Madame Conception plantèrent en moi la graine de la résistance. Peut-être que les morceaux pourraient être réorganisés en quelque chose de nouveau, quelque chose que ni mon père, ni personne ne pourrait détruire à nouveau. Pendant la journée, je travaillais comme serveuse au traditionnel café d'Essian, Sports. Le soir, je me penchais sur mes projets d'énergie renouvelable, dessinés dans des cahiers usés que je portais comme des trésors. Les calculs et les schémas étayaient ma forme d'évasion, ma manière de créer un monde où je pourrais exister sans être un fardeau pour personne. Trop idéaliste pour le marché français, ai-je entendu du premier investisseur que j'ai approché. « Rêveuse », dit le second, avec ce sourire condescendant que les hommes réservent souvent aux femmes ayant des ambitions plus grandes que leur place. 12 portes fermées au nez, 12 variations du même message. « Retourne à ta place, ma fille. Quel dommage qu'il n'ait pas compris votre potentiel », commenta un client habituel du café après m'avoir vu pleurer pendant ma pause déjeuner. Vous savez, ma femme disait que les larmes sont des luxes que l'on ne peut pas se permettre quand le monde est déjà inondé de femmes qui pleurent. Je séchai mon visage du dos de mes mains et souris. Votre femme semble être une femme sage. Elle l'était, corrigea-t-il avec un sourire triste. Cancer, il y a 3 ans. Je suis désolée. Ne le soyez pas. Elle a vécu comme elle l'entendait, jusqu'à la fin. Elle disait que la vie est trop courte pour vivre à travers les yeux des autres. Cette nuit-là, regardant le plafond défraîchi de ma chambre, je pensais aux paroles de cet homme. Qui étaient les autres, pour lesquels j'avais vécu jusqu'alors ? Mon père, certainement. Les investisseurs qui ne croyaient pas en moi. La société qui s'attendait à ce qu'à 25 ans, je sois déjà mariée, avec des enfants et un emploi ordinaire.
tous ces regards extérieurs pesant sur mes épaules, définissant ce qui était le succès, ce qui était l'échec, ce qu'était être une femme. 6 mois après mon départ, pendant la fête de l'hiver de Valbois, je reçus un message de ma cousine Élise. « Tante Carmen ne va pas bien. Ton père a vendu la montre de famille pour payer des dettes. Celle qu'il avait promis de te donner quand tu deviendrais une femme. Il ne sait pas que je te le dis. La montre. Une relique qui avait appartenu à mon arrière-grand-mère, transmise de génération en génération. Mon père disait toujours qu'il la donnerait à sa fille lorsqu'elle prouverait sa valeur en tant que femme, ce qui, dans sa définition limitée, signifiait bien se marier et perpétuer le nom de famille à travers des petits-enfants. « Comment ça va là-bas » demandai-je à Élise. « Difficilement. La quincaillerie n'a presque plus de clients. Ton père est de jour en jour plus amer. » À ce moment-là, une partie de moi voulut revenir, aider, réparer, être la fille qui l'attendait, mais une autre partie, plus forte et résolue, savait que revenir signifierait renoncer à moi-même. Et j'avais renoncé à trop de choses pendant trop longtemps. Une année passa. À la foire de l'innovation de la capitale, je présentais un prototype improvisé de mon premier projet. Un système de captation d'énergie solaire adapté aux petites propriétés rurales. Main tremblante, voix hésitante, mes yeux brillants de détermination. « Approche intéressante », dit une femme qui s'approcha de mon stand. Cheveux noirs tirés en un chignon sévère, yeux perçants qui semblaient n'avoir à travers les gens. « Mais avez-vous considéré la résistance des batteries dans les zones à forte variation climatique ?» C'est ainsi que je rencontrai Hélène. Ingénieure en environnement, propriétaire d'une entreprise de conseil en développement durable et, comme je le découvrirai plus tard, survivante de sa propre histoire de rejet familial. Elle vit quelque chose en moi que je n'arrivais pas moi-même à percevoir complètement. Du potentiel, oui, mais aussi une détermination presque sauvage à prouver ma valeur. « Vous avez la faim dans les yeux », me dit-elle en prenant un café après la foire. C'est bien. La faim déplace les montagnes. Avec le soutien d'Hélène, je transformais mon projet embryonnaire en une proposition structurée. Nuit blanche, calcul et recalcul, étude de marché. Ma chambre dans la pension fut progressivement envahie par des papiers, des maquettes et des échantillons de matériaux. Madame Conception, désormais comme une mère de substitution, apportait des tisanes et commentait que j'étais trop maigre pour une si jolie fille. « La beauté ne paie pas les factures, Madame Conception », répondais-je, entre une bouchée du pain beurré qu'elle insistait pour m'apporter. Ni l'obsession, ma fille. La 3e année loin de chez moi, lorsque ma jeune entreprise obtint enfin son premier financement important, je découvris que l'investisseuse principale était Marisa Leclerc, une ancienne rivale commerciale de mon père à Valbois. J'avoue que lorsque j'ai lu votre nom de famille dans le projet, j'ai été curieuse, dit-elle avec un sourire énigmatique lors de notre première réunion formelle. Edgar a toujours été un homme, disons, traditionnaliste. Voir sa fille défier le statu quo est une délicieuse ironie. La révélation me frappa comme un coup de poing dans l'estomac. Marisa n'investissait pas seulement dans mon idée. Elle m'utilisait comme instrument d'une vengeance personnelle contre mon père. Une partie de moi voulut refuser l'argent, préserver une sorte de loyauté familiale tordue. Mais la partie pragmatique, celle qui avait grandi ces dernières années, savait que des opportunités comme celle-là ne se présentaient pas 2 fois. « Mes motifs sont les miens », répondis-je en maintenant un regard ferme. « Les vôtres sont les vôtres. Tant que notre partenariat est professionnel et transparent, je ne vois pas de problème. » Marisa sourit, apparemment satisfaite de ma réponse. « Votre père a dit un jour que je ne comprenais rien aux affaires parce que j'étais juste une femme. Il semble qu'il se soit trompé sur beaucoup de choses. Grâce à l'investissement de Marisa, Solaris Energy commença à prendre forme. J'embauchai mes premiers employés. Nous louâmes un petit entrepôt à la périphérie de la ville et commençâmes la production des prototypes à grande échelle. Le premier projet pilote fut mis en œuvre dans une communauté rurale proche de Valbois, un choix délibéré, je l'admets. Je voulais que mon travail parvienne aux oreilles de mon père, non pas comme une rumeur lointaine, mais comme une réalité tangible, suffisamment proche pour qu'il ne puisse pas l'ignorer. C'est à cette époque que je reçus une lettre inattendue de ma mère. Écriture tremblante, papier simple, mots chargés d'un désespoir mal dissimulé. « Ma fille, je sais que tu as promis de ne pas revenir avant d'avoir prouvé ta valeur. Je respecte ta décision, même si mon cœur de mère saigne chaque jour sans nouvelles de toi. J'organise un marché de charité avec de l'artisanat local
pour aider les familles en difficulté, y compris la nôtre. Ton père ne l'admet pas, mais nous avons presque tout perdu ces dernières années. Le magasin est sur le point de fermer. Il est trop fier pour demander de l'aide. Je suis trop fière pour accepter la défaite sans me battre. Si tu peux, allume une bougie pour nous. Avec tout mon amour, ta mère. Je lus et relus cette lettre, des dizaines de fois, ressentant un tourbillon d'émotions contradictoires. De la satisfaction de savoir que mon père rencontrait des difficultés? Oui, je l'avoue, je l'ai ressenti. De la culpabilité de ressentir cela? Aussi. Une préoccupation sincère pour ma mère, qui avait toujours été une figure fragile, prise entre l'amour pour son mari et l'amour pour sa fille? Sans aucun doute. Le dilemme était clair. Maintenir ma promesse de ne revenir que victorieuse, ou aider anonymement la famille qui, malgré tout, était toujours la mienne? J'ai opté pour l'anonymat. J'ai créé la Fondation Lumière de l'Avenir, une organisation à but non lucratif qui faisait don d'équipements d'énergie solaire aux petits entrepreneurs de Valbois et de sa région. Le marché de ma mère fut l'un des premiers bénéficiaires, recevant un système complet qui permettait aux artisans locaux de travailler avec leurs machines à coudre, même pendant les fréquentes coupures de courant de la ville. La donatrice souhaite rester anonyme, ai-je dit à la personne responsable de l'installation. Dites simplement que c'est quelqu'un qui croit au potentiel des femmes de Valbois. J'ai suivi de loin l'impact du don. Grâce à des coupures de journaux locaux qu'Hélène m'envoyait, j'ai vu comment la broderie traditionnelle de Valbois, désormais produite avec une énergie propre et ininterrompue, commençait à gagner en notoriété régionale. Ma mère, auparavant une ombre à côté de mon père, souriait sur une photographie, expliquant fièrement comment le nouveau système avait transformé la production des artisans. La 5e année de mon parcours, Solaris Énergie n'était plus un rêve lointain, mais une réalité consolidée. Nous employions 30 personnes, avions des projets mis en œuvre dans 3 États et commencions à susciter l'intérêt des médias spécialisés. C'est alors que j'ai reçu une invitation pour une interview dans le magazine Innovation Durable. La journaliste, une jeune passionnée des questions environnementales, m'a interrogée sur mes inspirations et mon parcours jusqu'à présent. Certaines personnes ont besoin d'applaudissements pour aller de l'avant, ai-je répondu. D'autres sont motivées par les défis. J'ai découvert que j'appartenais au 2e groupe, lorsque quelqu'un de très proche m'a dit que j'étais un fardeau. L'article fut publié avec une photo de moi en couverture, à côté du titre « L'ingénieur qui a transformé le rejet en révolution énergétique ». Ce n'était pas exactement le titre que j'espérais, mais il était certainement suffisamment percutant pour attirer l'attention. Et il l'a attiré. 2 semaines après la publication, j'ai reçu une proposition de partenariat d'une entreprise de Valbois. Le document était formel, impersonnel, mais l'adresse et le nom de l'entreprise étaient clairs. Edgar Dubois & Fils, la quincaillerie de mon père, apparemment rénovée et avec un nouveau département de solutions durables. Hélène trouva la situation hilarante. Il ne doit même pas savoir que c'est vous. Il a probablement vu l'article, aimé l'idée et veut profiter de la vague du moment. J'ai décidé de prendre rendez-vous. Par pure curiosité, me suis-je dit, pour voir son visage lorsqu'il découvrirait que le fardeau était désormais courtisé comme partenaire commercial. Le siège de Solaris n'était plus le modeste entrepôt des premières années. Nous occupions désormais 3 étages d'un immeuble commercial du centre-ville avec des panneaux solaires recouvrant toute la façade. Notre carte de visite vivante. Le jour de la réunion, j'ai mis mon meilleur tailleur. Une coupe impeccable en bleu marine qui dégageait puissance et confiance. Lorsque mon père entra dans la salle de réunion, il me fallut toute ma volonté pour conserver mon sang-froid professionnel. Il avait vieilli, cheveux complètement blancs, épaules légèrement voûtées, cernes profondes marquant un visage qui semblait avoir vécu 10 ans en seulement 5. En me voyant, il se figea sur le seuil de la porte, la mallette de documents glissant de ses mains tremblantes. « Marie-Claire » murmura-t-il, comme s'il voyait un fantôme. « Edgar » répondis-je en tendant la main avec une formalité glaciale. « Veuillez vous asseoir. Nous avons une proposition à discuter, n'est-ce pas ?» Le choc sur son visage laissa place à quelque chose de plus complexe, un mélange de honte, d'orgueil blessé et peut-être une timide lueur d'admiration. La réunion fut surréaliste. Nous avons discuté des termes, des pourcentages, des stratégies de mise en œuvre, des chiffres, des graphiques, des projections, comme 2 étrangers qui n'avaient jamais partagé le même toit, le même sang, la même histoire. À la fin, lorsque tous les points furent éclaircis et qu'il ne restait que le poids du non-dit entre nous, il rompit finalement le protocole.
Je ne t'ai jamais considéré comme un fardeau, dit-il d'une voix étranglée. J'avais peur que ton rêve ne t'éloigne, comme cela est arrivé à mon propre père. Le mot « fardeau » était pour moi-même, de ne pas avoir su te soutenir comme je l'aurais dû. Des mots préparés? Peut-être. Sincères? Possiblement. Suffisants pour effacer 5 ans d'absence, de douleur et de reconstruction solitaire? Définitivement pas. C'est intéressant comme la mémoire est sélective, répondis-je en gardant un ton neutre. Mais nous sommes là pour parler affaires, pas de réparations émotionnelles tardives. Il acquiesça en avalant sa déception. Bien sûr, le professionnel avant tout. Nous avons signé le contrat ce jour-là même. Edgar Dubois, en fils, deviendrait le distributeur exclusif des produits Solaris à Valbois et dans sa région. Un partenariat qui, du moins sur le papier, profiterait aux 2 parties. La réconciliation, si je puis dire ainsi, ne fut ni instantanée ni facile. Au cours des mois suivants, nos contacts furent strictement professionnels. Rapports de vente, commandes de réapprovisionnement, questions logistiques. Finalement, cependant, de petites fissures commencèrent à apparaître dans ce mur de formalités. « Ta mère demande de tes nouvelles », commenta-t-il lors d'une visioconférence. « Elle dit qu'elle a reconnu ton regard sur cette photo du magazine, les mêmes yeux déterminés que lorsque tu insistais pour monter tes jouets toute seule. Passe-lui le bonjour, répondis-je sans m'engager davantage. La 7e année loin de chez moi, Solaris n'était plus une entreprise prometteuse, mais une réalité consolidée sur le marché des énergies renouvelables. 200 employés, des projets dans 5 pays d'Amérique latine et un chiffre d'affaires qui me permettait de vivre avec des conforts que je n'aurais jamais imaginés en grandissant dans la modeste Valbois. Mais le succès apporta ses propres défis. Hélène, désormais non seulement ma mentor et associée, mais aussi ma fiancée, avait refusé une proposition millionnaire pour diriger la division de recherche d'une multinationale suisse. Je l'ai découvert par hasard, lorsqu'un ancien collègue à elle m'a félicité d'avoir la chance de l'avoir à mes côtés, malgré les tentations européennes. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ?» demandai-je ce soir-là, pendant que nous dînions dans l'appartement que nous avions acheté ensemble l'année précédente. Hélène haussa les épaules avec cette indifférence étudiée qu'elle utilisait lorsqu'elle ne voulait pas accorder d'importance à quelque chose. Parce que ce n'était pas pertinent. Je ne l'ai jamais sérieusement envisagé. C'était le rêve de ta vie de travailler en Europe. Les rêves changent, les gens changent. Elle prit ma main sur la table. Certaines choses valent plus que des carrières internationales. Cette nuit-là, tandis qu'Hélène dormait paisiblement à mes côtés, je restais éveillée à réfléchir au véritable sens du succès. J'avais construit un empire, prouvé ma valeur au monde et, surtout, à moi-même. Mais à quel prix ? À quelle partie de mon humanité avais-je sacrifié sur l'autel de l'ambition ? La 8e année, nous avons fait face à notre plus grande crise. Une technologie concurrente, développée par une start-up allemande, menaçait de rendre nos produits obsolètes. Les panneaux solaires flexibles qu'ils avaient brevetés étaient 30% plus efficaces que les nôtres et coûtaient 15% de moins à produire. Les actions de Solaris ont chuté de près de 40% en une seule semaine. C'est à ce moment critique que j'ai reçu un appel inattendu de mon père. « Je sais que je n'ai pas le droit de me mêler de tes affaires », commença-t-il, hésitant. « Mais je me souviens que, quand tu étais petite, tu étais fascinée par les moulins à eau des fermes autour de Valbois. Quel est le rapport avec notre situation actuelle ?» demandai-je, sans patience pour les digressions nostalgiques au milieu du chaos corporatif. « Ces moulins fonctionnent même les jours nuageux, quand le soleil est faible. Et si vous combiniez les technologies, solaire et hydraulique, travaillant ensemble dans un système intégré ?» La suggestion parut absurdement simple au début, presque naïve. Mais plus j'y pensais, plus cela avait de sens. La tradition rencontrant l'innovation. Le passé et l'avenir s'unissant dans une solution que personne n'avait envisagée justement parce qu'elle était si évidente. J'ai convoqué notre équipe d'ingénierie. Nous avons travaillé pendant 3 mois sans relâche, adaptant, testant, reconfigurant. C'est ainsi qu'est né le système hybride Solaris, qui combinait l'efficacité des panneaux solaires avec des turbines inspirées des anciens moulins à eau de Valbois. L'innovation a non seulement sauvé l'entreprise, mais l'a propulsée vers de nouveaux sommets. Nous avons reçu le prix national de l'innovation durable et les actions de Solaris ont triplé de valeur en moins d'1 an. Ton père est un génie déguisé en paysan, plaisanta Hélène en célébrant le prix avec du champagne. C'est un homme complexe, répondis-je en me permettant pour la première fois depuis de nombreuses années
de reconnaître son humanité au-delà du ressentiment. À l'approche du 10e Noël depuis mon départ, j'ai pris une décision qui m'a surprise moi-même. J'ai racheté l'ancienne maison familiale à Valbois, abandonnée depuis des années, après que mes parents eurent déménagé dans un appartement plus petit. J'ai engagé des architectes, des décorateurs et des paysagistes. En 3 mois, la propriété était transformée, la structure traditionnelle préservée, mais l'intérieur complètement rénové avec des technologies durables. J'ai envoyé des invitations pour une célébration de la rénovation qui se tiendrait le soir de Noël. Famille, anciens voisins, employés d'Edgar Dubois Fils et toute l'équipe de direction de Solaris. Ce soir-là, tandis que la neige recouvrait doucement, les toits de Valbois, l'ancienne maison de la famille Dubois, brillaient comme un phare de lumière et de chaleur. Des lumières alimentées par l'énergie solaire stockée pendant la journée, une chaleur générée par un système de biomasse développé par Solaris, spécialement pour les régions froides. Lorsque mon père et ma mère sont arrivés, j'ai pu voir dans leurs yeux un mélange d'émotions. Surprise, nostalgie, peut-être un peu de culpabilité. Mais aussi de la fierté. Oui, de la fierté pour la fille qui était partie comme un fardeau et revenait comme une femme accomplie. Après le dîner, lorsque tout le monde était réuni, dans le salon fraîchement rénové, j'ai remis à mon père une petite boîte enveloppée dans du papier doré. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il d'une voix tremblante. « Ouvre » répondis-je simplement. À l'intérieur de la boîte se trouvait la montre de famille, celle qu'il avait vendue pour payer des dettes et que j'avais retrouvée et rachetée après des années de recherche. « Comment ?»« J'ai mes ressources » répondis-je avec un demi-sourire. « Et un détective privé très efficace. » À côté de la montre, il y avait une enveloppe. À l'intérieur, le certificat d'action majoritaire de Solaris Énergie, désormais à son « Non, je n'ai jamais voulu prouver que tu avais tort », dis-je tandis que les invités observaient notre échange dans un silence respectueux. Je voulais prouver que nous pouvions tous les deux avoir raison, chacun à sa manière. Il essaya de parler, mais les mots semblèrent lui manquer. Au lieu de cela, il fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis que j'étais une petite fille. Il me serra dans ses bras. Une étreinte maladroite, rigide, comme si son corps avait oublié comment montrer de l'affection, mais sincère. Plus tard dans la soirée, tandis que les invités discutaient avec animation et qu'Hélène racontait à ma mère nos projets d'adopter un enfant l'année suivante, mon père m'appela dans son ancien bureau, désormais transformé en une bibliothèque moderne. D'un tiroir, il sortit un vieux journal relié en cuir usé par le temps. « Ceci appartenait à mon père, ton grand-père », expliqua-t-il. Je l'ai trouvé caché dans le grenier du magasin, lorsque nous étions presque en faillite. Je n'ai jamais eu le courage de le lire avant ce moment. Il ouvrit le journal à une page marquée et me le tendit. L'écriture était élégante, mais ferme, datée du 15 avril 1962. Aujourd'hui, cela fait 10 ans que j'ai quitté Valbois, déterminé à prouver ma valeur à un père qui ne voyait que mes défauts. 10 ans de lutte, d'échecs et enfin, un certain succès. Je reviens maintenant non pas comme le fils prodigue en quête de pardon, mais comme un homme qui a trouvé son propre chemin, même s'il est parallèle à celui tracé par des générations de Dubois avant moi. Si un jour j'ai des enfants, je jure que je saurai les respecter dans leurs différences, les soutenir dans leur parcours, même si ceux-ci les éloignent de moi, car j'ai compris, tardivement, que le véritable amour n'enferme pas, il libère. Je regardais mon père, choqué. Cela signifie que j'ai vécu la même histoire que toi, compléta-t-il avec un sourire fatigué, et que j'ai commis exactement l'erreur que mon père avait juré de ne pas répéter. L'ironie ne te semble-t-elle pas délicieuse ? À cet instant, une compréhension profonde s'ouvrit en moi. Le cycle de rupture et de réconciliation entre parents et enfants, si courant dans les familles de Valbois, si présent dans ma propre famille, la blessure se transmettant de génération en génération comme une malédiction silencieuse. Pourquoi ? Répétons-nous les mêmes erreurs ? Demandai-je, plus à moi-même qu'à lui. Parce qu'il est plus facile de reproduire des schémas que de créer de nouvelles voies, répondit-il en me surprenant par sa lucidité. Ton grand-père a manqué à sa promesse, non pas par méchanceté, mais par peur. La même peur qui m'a consumée lorsque je t'ai vue, si jeune et brillante, te préparant à t'envoler. La peur d'être laissé pour compte, de devenir insignifiant. Tandis que la neige recouvrait doucement les toits de la petite ville, illuminée désormais par les systèmes d'énergie propres que j'avais créés, je compris enfin que mon véritable
Succès ne résidait pas dans les millions accumulés, ni dans la reconnaissance professionnelle, ni même dans l'entreprise que j'avais construite de toutes pièces. Mon triomphe résidait dans la capacité de transformer les blessures en sagesse, l'orgueil en humilité et les paroles dures en pont vers la compréhension. Le fardeau que j'avais porté pendant 10 ans, le besoin obsessionnel de prouver ma valeur, pouvait enfin être déposé, laissant place à quelque chose de beaucoup plus léger, la certitude d'appartenir. Pas à l'ombre de mon père, pas à la définition limitée du succès imposé par la société, mais à moi-même, à la femme que j'étais devenue à travers les chutes et les relevés, les larmes et les réussites. Quelques mois après ce Noël transformateur, Hélène et moi avons finalisé la procédure d'adoption de Louise, une fillette de 6 ans aux yeux curieux et à la même détermination que je reconnais dans mon reflet. Mon père et ma mère sont devenus des grands-parents dévoués, compensant avec Louise le temps et l'affection qu'ils n'avaient pas su pleinement me témoigner, pour diverses raisons. La Fondation Lumière de l'Avenir a étendu ses projets, désormais officiellement gérés par la famille Dubois dans son ensemble. Une forme de rétribution au monde, et peut-être de rédemption personnelle. Le marché d'artisanat initié par ma mère est devenu une coopérative prospère, exportant la broderie traditionnelle de Valbois dans plusieurs pays. Et moi, j'ai continué à diriger Solaris, mais avec une nouvelle perspective sur le succès et l'échec, la valeur et le but. Je suis devenue mentor pour de jeunes ingénieurs, en particulier celles issues de milieux modestes ou ayant des histoires familiales complexes. Des femmes qui, comme moi un jour, avaient besoin d'entendre qu'elles n'étaient pas des fardeaux, mais des trésors encore non découverts par elles-mêmes. Les soirs d'hiver, lorsque la neige tombe doucement sur Valbois et que la maison familiale brille de lumières alimentées par l'énergie que j'ai contribué à développer, je raconte à Louise des histoires de moulins à eau et de rêves persistants, de montres de famille et de cycles qui peuvent être brisés. « Tu vas m'apprendre à construire des choses comme toi, maman ?» demande-t-elle, les yeux brillants de curiosité. « Je vais t'apprendre quelque chose d'encore plus important, » répondis-je en caressant ses cheveux. « Je vais t'apprendre à te construire toi-même, chaque jour, avec les matériaux que la vie t'offrira, qu'ils soient parfaits ou brisés. » Et quand mon père, désormais un vieil homme aux cheveux complètement blancs et au pas plus lent, me demande si je regrette d'être partie cette nuit de Noël il y a tant d'années, je réponds avec l'honnêteté que j'ai appris à cultiver. Je ne regrette pas d'être partie, papa. Je regrette seulement que cela ait été nécessaire. Mais c'était peut-être le seul chemin possible pour nous deux. Parfois, il faut se perdre pour se retrouver. La montre de famille, désormais restaurée et fonctionnant parfaitement, marque les heures sur le mur du salon. Un rappel silencieux que le temps, ce maître implacable, transforme tout, les blessures en cicatrices, les ressentiments en compréhension, la distance en une proximité renouvelée, et que certains voyages, aussi douloureux soient-ils, valent chaque pas parcouru.